sont toujours en fuite. Voilà pour l'essentiel de l'actualité. Tout de suite, François de Rugy au micro d'Apolline de Malherbe. Bonne soirée. Bonjour François de Rugy. Bonjour. Merci d'être avec nous. Bienvenue sur BFM TV. Vous avez accepté de nous accorder 1 heure d'entretien du temps en toute franchise. On va bien sûr revenir sur les accusations portées à votre encontre, sur les faits, sur votre défense, mais aussi sur les doutes qui ont pu s'installer dans l'esprit des Français. Et puis vous interroger aussi sur la façon dont vous avez vécu toute cette affaire. Il y a 2 semaines, vous étiez ministre de l'écologie, vous étiez ministre d'État numéro 2 du gouvernement. Avant cela, vous étiez président de l'Assemblée nationale, 4e personnage de l'État. Aujourd'hui, vous n'êtes plus rien de tout cela. Comment vous allez ? Moi, je vais très bien parce que justement, je suis en quelque sorte libéré du poids, non pas des responsabilités auxquelles j'ai toujours fait face, mais libéré du poids de l'infamie qu'on avait voulu mettre sur mon dos. Et j'ai bien vu, article après article, article repris comme jamais. Pas simplement sur les réseaux sociaux, qui sont souvent d'une grande violence, mais aussi dans tous les sites internet de la presse papier, la radio, la télévision. Tout cela a été repris des milliers de fois, répété à l'envi, alors que cela n'était pas fondé sur les faits. Je sens aujourd'hui que le soufflet retombe, et ce sont les faits, le retour à la réalité des faits qui a fait retomber le soufflet. On va revenir précisément sur les faits et on va prendre le temps de mieux comprendre. Mais vous dites, je suis libéré, je vais bien, vous n'avez pas de regrets ? Si j'ai des regrets, on a toujours des regrets dans la vie, c'est par rapport à tel ou tel moment où on peut se dire, bah oui, on aurait pu faire un peu autrement. C'est vrai. Il y a des images qui ont choqué. C'est normal d'ailleurs. Elles ont été diffusées pour choquer, pour créer cette réaction. Vous savez d'ailleurs, il y a un magazine bien connu qui avait comme mot d'ordre le poids des mots, le choc des photos. C'est Paris Match. Mais Paris Match, c'est un magazine qui est justement, qui s'appuie beaucoup sur les photos. Mais Mediapart, normalement, c'est une autre logique. C'est la logique de l'écrit, c'est la logique du journalisme, d'enquête, etc. Vous pensez que c'est uniquement une erreur d'impression ? En pâture des images pour choquer, pour créer une réaction évidemment extrêmement violente. On avait complètement quitté le domaine du rationnel pour basculer évidemment dans le passionnel, l'émotionnel. Je comprends cela et je comprends que oui, on puisse se dire qu'il y a eu telle ou telle erreur de vigilance à tel moment, de changement aussi dans des pratiques ancrées depuis des dizaines d'années à l'Assemblée nationale. Donc vous avez quand même des regrets, ou vous regrettez simplement que les images aient pu choquer, ou vous regrettez simplement que les habitudes aient changé ? Est-ce que vous avez des regrets sur ce que vous avez fait ? J'ai le regret de ne pas avoir transformé l'Assemblée nationale plus vite. Vous savez que j'ai engagé des transformations profondes quand j'étais président de l'Assemblée nationale. Ça a déplu d'ailleurs à beaucoup de gens. Et beaucoup de gens m'en ont voulu. Et je crois que beaucoup de gens, d'ailleurs, ont profité de cette séquence, se sont engouffrés dans la brèche médiatique qui avait été ouverte par Mediapart pour se venger. Vous pensez à qui ? Il y a un moment où il faut dire vous savez, quand on enclenche un certain nombre de transformations, comme je l'ai fait, sur la transparence dans le mode de fonctionnement des députés de l'Assemblée nationale, à certains moments, je me suis retrouvé avec tous les groupes d'opposition contre moi. J'ai même eu des résistances. Ce que vous voulez dire, c'est qu'ils auraient bien aimé, eux, rester dans le confort et des habitudes qui avaient eu lieu peut-être jusqu'à présent ? Oui, à l'Assemblée nationale, quand j'étais président, beaucoup résistaient au changement que j'avais enclenché et qui est resté d'ailleurs. Vous savez, quand toutes les réformes que j'ai conduites pour qu'il y ait tout simplement à la fois plus de transparence, mais une meilleure gestion. Moi, je suis attaché à la bonne gestion. Eh bien, ça reste. Les chiffres sont là. Quand j'ai baissé les frais de réception, ça, le cœur du sujet. C'est pas tel ou tel plat, telle ou telle bouteille, c'est les frais de réception. Je les ai baissés de 13%, les frais de déplacement de 35%. Ça, c'est du résultat concret pour la bonne gestion de l'Assemblée. Alors, c'est sûr, il aurait mieux valu que vous les appliquiez à vous-même ? Non, je me le suis appliqué à moi-même. Je me le suis appliqué. Quand je parle des frais de déplacement, c'est les frais de déplacement du président de l'Assemblée nationale qui ont baissé de 35%. Les frais du cabinet du président de l'Assemblée nationale, c'est-à-dire les gens qui travaillaient pour moi, de 15%. Donc ce que je veux dire, c'est que c'est sûr que parfois, une image, une photo, peut détruire tous ces efforts. Je pense qu'il aurait été bien
que le rôle de la presse aurait été de remettre les choses dans leur contexte, mais évidemment, si telle ou telle image avait pu être évitée, vous savez, la question des bouteilles de vin, par exemple, c'est un sujet très sensible. Les bouteilles de vin, les homards, effectivement les mets qu'il pouvait y avoir sur la table. Nous sommes un grand pays viticole, fier d'ailleurs de ces grands crus. Et on sait depuis toujours qu'il y a dans un certain nombre d'institutions de la République une cave. À l'Assemblée nationale, il y a une cave où on achète les vins très jeunes. Donc ils n'ont jamais été achetés au prix qui ont été cités dans la presse. Oui, vous ne les avez pas achetés au prix qu'on les achète chez le on a parlé de plusieurs centaines d'euros, c'est complètement délirant. Ça n'a jamais été acheté à ce prix-là. Mais ce que je veux dire, c'est que le problème, François de Rugy, c'est à qui est-ce qu'on les sert, ces vins? Oui, eh bien, en l'occurrence, c'est là qu'en effet, il faut toujours être vigilant. Et que moi, je souhaitais que l'on codifie en quelque sorte le protocole, c'est-à-dire quand on reçoit, j'ai reçu le président du Liban. Il y a eu une émission de télévision qui a tout filmé. Moi, j'ai ouvert les portes de l'Assemblée nationale. Et à ce moment-là, c'était vraiment le niveau maximal, si on peut dire, le plus élevé de protocole. Et bien que pour d'autres dîners professionnels, il y ait un autre niveau de protocole qui soit moins élevé. Ça, j'aurais dû le faire. En effet, j'aurais dû le codifier. Et ce serait resté, d'ailleurs, alors qu'aujourd'hui, ça ne l'est pas. Vous n'avez pas le sentiment de vous être peut-être laissé griser par la fonction, par le lieu, l'hôtel de la Sey, par la fonction, le titre? Non, pas du tout. Vous savez, moi, j'ai été élu. D'abord élu local, ensuite adjoint au maire de Nantes pendant 7 ans, puis je suis devenu député, député d'opposition, député de la majorité, j'ai été vice-président de l'Assemblée nationale avant d'être président. Je connais très bien l'Assemblée nationale, je la connaissais tellement bien que je voulais la transformer. Et en même temps assumer la plénitude de la fonction de président de l'Assemblée nationale qui, comme vous l'avez dit au départ, est le 4e personnage de l'État en France et qui représente l'Assemblée, y compris à l'étranger, vis-à-vis d'un certain nombre d'autres. Il y a cette fonction de représentation. Mais je suis tout à fait, en effet, dans l'idée qu'aujourd'hui, il faut à la fois améliorer la bonne gestion, je l'ai fait à l'Assemblée nationale, mais aussi améliorer l'image avec un certain nombre de choses qui doivent représenter avec un haut niveau de protocole, en quelque sorte. En termes même de diplomatie, au fond. Plus de sobriété, plus de simplicité. Mais François de Rugy, quand je vous dis est-ce que vous n'êtes pas laissé griser, la difficulté, c'est évidemment de savoir où était la frontière entre le privé, le public, ce qui relève de la fonction et ce qui relève de la vie privée. On sait par exemple que vous vous êtes marié quelques mois après avoir pris votre fonction dans l'hôtel de la Sey. Alors, vous avez tout payé à vos frais. Il n'y a absolument Contrairement à ce qu'a dit Mediapart, je n'ai pas attendu qu'il y ait un article de presse pour tout payer. J'avais tout payé à la fin de l'année 2017. Le mariage avait eu lieu en décembre. Il n'y avait pas de débat là-dessus, mais simplement le fait de se marier, c'est-à-dire quand même un des moments les plus intimes dans une vie, dans ce lieu qui est un lieu où vous n'êtes que de passage et où vous êtes là parce que vous représentez les Français, est-ce que ça ne crée pas, peut-être même dans votre esprit, une forme de confusion? Non, je vais vous dire. La question de fond, si on veut s'attarder quelques instants aux questions de fond, c'est vie privée, vie publique quand on est élu à un certain niveau de responsabilité. Et je crois pouvoir dire d'expérience, et cela est venu le rappeler violemment, notamment pour ma femme ou pour mes enfants, qu'il n'y a pas de séparation. En réalité, la vie privée est réduite à sa portion congrue. Vous savez, ce jour-là, le 16 décembre 2017, où je me suis marié, je ne me suis pas marié d'ailleurs à l'Assemblée, je me suis marié à la mairie. Non, mais vous avez ensuite, il y a eu le déjeuner de réception. Eh bien, juste après, je descendais l'escalier pour aller rejoindre le personnel de l'Assemblée nationale qui, comme tous les ans, faisait une réception pour les enfants, comme dans les comités d'entreprise de beaucoup d'entreprises, le Noël des enfants des salariés de l'Assemblée nationale, qu'ils soient fonctionnaires, contractuels ou collaborateurs de députés. Voilà, c'est la vie d'un responsable politique de haut niveau. On peut faire semblant de ne pas le voir, et Mediapart fait semblant de ne pas le voir. Je crois que les Français ont une double aspiration. La plupart de vos confrères, de vos collègues, on ne peut pas dire que vous ayez défendu Mordicus. Mais parce qu'ils sont tous confrontés à ça. Vous savez, un maire dans sa commune, à l'échelle de sa commune, quelle est la part de vie privée d'un maire dès qu'il sort de chez lui et qu'il est dans la rue, qu'il est sur au marché le dimanche? Eh bien, on vient lui demander des choses qui ont un trait à son mandat de maire. On ne vient pas simplement lui parler des fruits et des légumes qu'il est en train d'acheter. Mais alors pourquoi vous? Ah mais ça, je le dis, alors là, en étant sûr de ne jamais être démenti. Moi, hier, d'autres avant-hier, d'autres demain.
Mais savez, pourquoi cette vous mécanique avez dit, infernale. Vous avez dit que vous étiez victime d'un acharnement médiatique. Oui. Mais dans ces cas-là, pourquoi est-ce que vous aurez factuel. choisi Ça, c'est un fait. Pourquoi est-ce qu'il vous aurait choisi, vous, François de Rugy, comme cible? Mais parce que c'est ce que j'ai appelé la République de la délation, qui n'est pas la République. La République, elle est fondée justement sur le respect des personnes, le respect de la liberté individuelle, le respect d'un certain nombre de principes. Normalement, on ne publie pas des photos volées. Normalement, on ne jette pas en pâture des rumeurs sans avoir fait des enquêtes avec des vérifications. Et on m'a dit récemment que Pierre Lazareff, qui est un des pères du journalisme français, disait il y a 3 choses dans le journalisme. Première chose vérifiée, deuxième chose vérifiée, troisième chose vérifiée. Et bien là, ça n'a été fait ni en 1, ni en 2, ni en 3. Quand vous dites, pardon, on va revenir sur le fond, parce que Mediapart, en l'occurrence, dit que la plupart des faits, alors sauf effectivement lorsqu'il s'agit de votre appartement à Nantes, mais pour le reste, ils n'ont pas été démentis. Simplement, l'appréciation des faits n'est pas la même pour les enquêteurs et pour Mediapart. Ils ont été démentis, mais bien sûr que si, ils ont été démentis. Les 2 rapports qui ont été faits par l'Assemblée nationale et par le secrétariat général du gouvernement, c'est-à-dire par des hauts fonctionnaires totalement indépendants de moi, eh bien, ces 2 rapports ont dit noir sur blanc que les dîners à l'Assemblée nationale étaient des dîners professionnels, sauf 3, qui rentraient dans le cadre de l'exercice de mes fonctions, et que les travaux qui avaient été réalisés à l'appartement du ministère étaient faits de façon tout à fait justifiée. Et d'ailleurs, Mediapart, comme ça ne va pas dans leur sens, ont insulté les hauts fonctionnaires en question. Vous savez ce qu'ils ont dit? Vous savez ce qu'a dit M. Arfi? Oui, de farce, de mascarade. Et M. Arfi a dit que la déontologue de l'Assemblée nationale qui faisait un rapport avec le secrétaire général de l'Assemblée nationale, c'est comme si les dealers jugeaient les narcotrafiquants. Voilà, c'est sur un tweet que M. Arfi a retweeté. Est-ce que vous croyez que c'est digne? Est-ce que vous croyez que c'est digne du journalisme? Est-ce que c'est digne du débat public, ça? On n'est plus du tout dans le sujet. Si on voulait... On est dans un sujet politique pour vous? Mais si on voulait s'emparer d'un sujet, et si on disait le sujet, c'est est-ce que l'Assemblée nationale est bien gérée? Est-ce que il y a trop de dépenses dans les réceptions? À ce moment-là, qu'est-ce qu'on ferait? On enquêterait. Admettons que ce soit sur la base d'une délation au départ. C'est pas très reluisant, mais admettons que ce soit le début. Ensuite, on fait une enquête, on regarde ce qui s'est passé avant que je sois président de l'Assemblée nationale. Vous avez vu un seul article sur le sujet? Zéro. On dit ce que j'ai fait moi quand j'étais président de l'Assemblée nationale, on donne les chiffres aux Français pour les informer. Et ensuite, on regarde ce qui s'est fait après. Rien de tout cela n'a été fait. Et je vais juste finir en vous disant, c'est simple. Ils ne se sont pas emparés d'un sujet. Ils se sont emparés d'une cible. La cible, c'était moi, mais demain, ce sera quelqu'un d'autre. Vous savez, là-dessus, je ne personnalise pas. Quand vous dites, au fond, ils n'ont pas regardé forcément ce qui s'était passé avant, et je vous pose la question, pourquoi vous? Il n'y a pas de réponse d'après vous. En tout cas, c'est un peu au hasard. C'est-à-dire qu'en gros, la boulette s'est arrêtée sur votre case. Il n'y a pas de hasard sur une chose, c'est que Mediapart, au-delà des articles qu'ils font, si vous les regardez d'ailleurs, ça saute aux yeux, à un projet politique. Ce projet politique, c'est l'idée que la démocratie représentative, ça ne vaut rien. Ce qu'il faut, c'est que entre le peuple et le pouvoir, il n'y a qu'un seul intermédiaire légitime à leurs yeux, c'est les médias, et en l'occurrence surtout leur rédaction. Et d'ailleurs, c'est ce qui s'est passé au moment des Gilets jaunes, c'est exactement le fond de ce qui était dit par un certain nombre de gens à ce moment-là. Mediapart s'est fait d'ailleurs l'organe quasiment officiel des Gilets jaunes, et M. Plenel est même allé faire un bain de foule dans une manifestation de Gilets jaunes. Voilà, ça c'est un vrai problème de démocratie, c'est pas mon problème à moi. Moi je n'ai pas envie de personnaliser, c'est un problème de démocratie. Ils l'ont fait eux de fait, en suivant effectivement tout ce qui vous a eu trait à vos fonctions des dernières années. Plus de 20 articles en 10 jours. Vous avez déjà vu ça? Pour vous, c'est ça? Ah bah là, c'est un fait. Alors à cela, Mediapart répond qu'une information en entraînant une autre et le temps de vérifier les différentes informations, ça nécessite un certain nombre de jours. Non, il y a des articles, ils ont été lancés la veille pour le lendemain matin, donc c'est justement surtout pas le temps de la vérification. Vous évoquez malgré tout le fait que les habitudes de l'Assemblée nationale étaient telles et que vous-même, vous avez voulu précisément les changer. Oui. De ce que vous en savez... Je les ai changés dans bien des domaines. De ce que vous en savez, François de Rugy,
est-ce que vos prédécesseurs étaient irréprochables ou est-ce que finalement, si on commençait à regarder, ils faisaient à peu près comme vous, c'est-à-dire un certain nombre de dîners, qui sont des dîners également de relations, qui sont des dîners également de réseau, parce que, dites-vous, il y a besoin d'un certain nombre de rayonnements. Quelqu'un comme Claude Barthelone, par exemple, qui a été longtemps dans la fonction, est-ce qu'il faisait des dîners comme les vôtres? Mais évidemment que les présidents de l'Assemblée nationale avant moi faisaient des dîners, d'ailleurs certains ont déjà été critiqués pour cela, mais heureusement d'ailleurs qu'ils en faisaient et qu'ils en feront, mes successeurs, parce que c'est tout simplement, ça fait partie du travail de représentation. D'ailleurs, pourquoi j'ai toujours pas compris pourquoi c'est tout à fait légitime quand c'est un déjeuner et ça ne l'est plus quand c'est un dîner, alors que ça montre tout simplement qu'une journée, en effet, de président de l'Assemblée nationale ne s'arrête pas à 19h. Voyez-vous, à tous les sens du terme. Et c'est aussi pour ça qu'il y a un logement de fonction. C'est parce que moi, il m'est arrivé de présider la séance l'après-midi, de m'arrêter à 20h, de reprendre à 21h30 et d'aller juste avaler quelque chose, en effet, à mon appartement de fonction. Ou alors, il y a un débat de fond à avoir. Est-ce qu'on veut supprimer purement et simplement les appartements de fonction? Peut-être que certains le voudront un jour. Je ne sais pas comment on fera pour tel ou tel responsable politique provincial qui n'a pas d'appartement à Paris. Si on reste sur ce sujet, je voudrais qu'on en vienne ensuite à votre démission. Je veux préciser une chose parce qu'elle est importante si on veut que les gens comprennent un peu mieux. Allons-y, on a le temps. Quand on est élu président de l'Assemblée nationale, on vient à l'hôtel de la Sey, qui est d'abord l'endroit où se trouvent les bureaux du président de l'Assemblée nationale, de ses collaborateurs. Et puis au rez-de-chaussée, il y a ces salons de réception qui servent tous les jours à des députés, même on les prête à des associations. Et puis il y a l'appartement de fonction. Et on vous dit, voilà, il y a un document qui est à peu près épais comme ça, sur voilà ce que c'est président de l'Assemblée nationale. Dedans, je ne suis même pas sûr qu'il y ait 2 pages sur ce qui concerne la vie quotidienne. Au sens logistique, au sens privé. Et on vous dit, non mais vous inquiétez pas, on s'occupe de tout. Vous avez l'appartement, vous êtes... C'est qui mais les services qui font très bien leur travail d'ailleurs. C'est bien sûr... Ce que vous voulez dire, c'est que quand vous faites un dîner, typiquement, on ne vous demande pas si vous voulez des homards ou si vous préférez des asperges. Sûrement pas. On ne vous demande jamais quel menu vous voulez avoir, quel vin. Moi, je n'ai jamais demandé. Ça, c'est, qui choisit le vin? Mais ce sont les services de la restauration. Vous savez qu'il y a un chef cuisinier. J'ai même découvert... Il n'y a pas des cases, c'est-à-dire il n'y a pas des paliers... telle qualité de vin pour telle qualité d'hôte? Rien n'est codifié et c'est un regret que j'ai de ne pas avoir codifié les choses car ça aurait évité des critiques. Vous savez que j'ai découvert tout récemment, hier, par hasard, qu'il y a une association des chefs cuisiniers de la République qui est présidée d'ailleurs par le chef cuisinier de l'Élysée. Je ne savais même pas. Donc vous voyez bien, c'est une tradition française d'avoir des chefs cuisiniers. Celui de l'Assemblée nationale est en poste depuis 20 ans. C'est pas moi qui l'ai recruté. Ce sont des gens qui évidemment restent au fil des mandats. Ils font très bien leur travail d'ailleurs. Il n'y a pas de raison de les critiquer. Mais ce sont eux qui font ce travail. Mais juste un détail pratique. Vous savez que dans l'appartement du président de l'Assemblée nationale, il n'y a même pas de cuisine. Donc de toute façon, si vous aviez voulu vous faire cuire des pâtes, vous ne pouviez pas. Ça que vous nous dites. Voilà, dans le périmètre, il y a un périmètre qui correspond à l'appartement de fonction. Il n'y a pas de cuisine. Oui, c'est comme ça que ça fonctionne. Alors, moi, je n'avais pas prévu de parler de ces choses-là. Quand j'ai ouvert les portes de l'Assemblée nationale, de l'hôtel de la Sey, à une émission de télévision Capital M6, on me l'a reproché d'ailleurs. On m'a demandé, mais est-ce que vous n'ouvririez pas les portes de l'appartement privé? J'ai dit non. Je crois que là, il y a quand même une limite. Le journaliste l'a très bien compris d'ailleurs. Mais finalement, je finis par me dire, est-ce qu'il n'aurait pas fallu le faire? Vous voyez, où est-ce qu'on doit fixer les limites entre ce qui est privé et public? Vous disiez, mon mariage avec ma femme, nous n'avons pas voulu qu'il y ait de photos dans les magazines. Et il y a eu une photo volée un jour qui a été publiée dans un journal. Votre femme elle-même qui travaille dans le magazine Gala. Qui pourtant aurait pu le faire, évidemment. On nous l'a demandé, son propre magazine nous l'a demandé. Eh bien, nous n'avons pas voulu le faire. Eh bien, là aussi, je finis par me dire que nous avons peut-être eu tort. Car si nous l'avions fait, ensuite, il n'y a pas des gens qui auraient eu un pseudo-scoop. Ah, mais le président de l'Assemblée nationale s'est marié. Où est-ce qu'il s'est marié? Comment est-ce qu'il a payé? Alors que tout avait été fait dans les règles. Vous voyez cette difficulté entre le privé et le public. Sur votre démission, mais justement, puisque vous parlez de cette limite entre le privé et le public et l'utilisation même des salles à manger privées, certains articles ont émergé depuis votre affaire parlant des dîners que donnait Emmanuel Macron lui-même lorsqu'il était ministre à Bercy. Il faisait parfois jusqu'à 1 ou 2 dîners par soir avec des personnalités du showbiz, du monde des affaires, des intellectuels. Et a posteriori, on se dit que sans doute ces dîners avaient aussi vocation à multiplier ses réseaux parce qu'il avait sans doute en tête l'idée qu'il allait se présenter. Est-ce que là, vous estimez que la frontière, elle est juste et qu'on la connaît? Mais ça, ce sont des histoires que l'on raconte. C'est tellement facile de raconter cette histoire a posteriori.
a posteriori. Il y a eu toujours. quelques articles sur le moment. Oui, mais sur le fait de dire c'est pour préparer ceci, cela, c'est a posteriori. Il y a une question simple. Est-ce que quand on est ministre ou quand on est président de l'Assemblée nationale, il est normal que l'on rencontre des gens à travers des petits déjeuners, des déjeuners et des dîners? Oui ou non? Et si oui, est-ce que c'est normal que cela se passe dans l'endroit qui est la résidence du président de l'Assemblée nationale? Pour vous, pour vos prédécesseurs, pour Emmanuel Macron à Bercy, c'est normal? Mais je pense que ça fait partie de la fonction de rencontrer des gens assez variés, parce que c'est ce qui permet d'échanger, de se nourrir, de monter des projets. Vous savez, après certains contacts, il y a des projets qui ont débouché sur des choses dans le bureau du président de l'Assemblée nationale. Vous voyez, on en vient à des choses qui sont absurdes. Ce qui compte, ce sont les résultats, c'est ce que l'on a fait, c'est ce que j'ai fait, moi, pour l'Assemblée nationale, pour la transformer, pour qu'elle soit mieux gérée. J'avais lancé le fait, certains me l'ont rappelé, mais je le revendique, de dire qu'il n'y avait pas de comptabilité analytique. C'est-à-dire qu'on n'était pas capable, quand moi je suis arrivé président de l'Assemblée nationale, de dire qu'est-ce qui coûte quoi dans un certain nombre de choses. J'ai commencé à travailler là-dessus. Je voulais même, pour qu'il y ait une garantie totale, que la Cour des comptes contrôle le budget de l'Assemblée, et particulièrement le budget de la présidence de l'Assemblée nationale, comme cela se fait à l'Élysée depuis la présidence de Nicolas Sarkozy. Je ne sais pas où en est d'ailleurs ce projet. Mais ça a été votre projet, en tout cas. C'était ma volonté. Je suis resté 14 mois président de l'Assemblée nationale, donc je n'ai pas pu mener tout à bien en 14 mois. On va en revenir précisément au contenu de ces enquêtes qui ont été menées après les articles de Mediapart. Mais si je vous écoute depuis le début de cette émission, au fond, vous avez démissionné pour rien. À vos yeux, vous avez démissionné pour rien? Non, parce que je crois que, si vous voulez, à un moment donné, c'est la logique de cet emballement médiatique. Non, mais vous avez démissionné pour aucune raison factuelle. Ah, mais absolument pas, parce qu'il y aurait eu quelque chose d'illégal. Quelque chose de répréhensible. En l'occurrence, sur, vous le savez, les frais de mandat. Vous ne me posez pas la question, mais j'y réponds. On va y revenir, mais François de Rugy, j'ai depuis apporté les preuves, mais je ne pouvais pas le faire en quelques heures, comme le demandait Mediapart. Vous dites au fond, ça n'est que parce qu'à un moment, j'ai besoin de me défendre, mais ça veut dire que, concrètement, vous arrivez à Matignon ce matin-là, c'était un mardi, et vous dites au Premier ministre que vous avez décidé de démissionner. Pourquoi est-ce que tout d'un coup, il y a ce déclic? Pourquoi ce jour-là? Pourquoi ce matin-là? Est-ce que ça veut dire qu'à ce moment-là, vous estimez que vous avez quelque chose à vous reprocher? Non, simplement, j'ai considéré qu'il n'était plus possible à la fois d'exercer pleinement ma fonction de ministre, c'est-à-dire aller aux questions au gouvernement, faire des déplacements sur le terrain, avoir des réunions toute la journée comme le fait un ministre, et en même temps d'organiser ma défense face à un harcèlement, parce que c'était un harcèlement, une volonté d'étranglement faite par Mediapart, mais aussi par d'autres qui voulaient en rajouter. Ça veut dire que vous avez paniqué? Vous avez paniqué? Non, pas du tout, mais c'est qu'à un moment donné, j'ai fait primer le sens de l'État, parce que moi je considère que le sens de l'État, c'est de dire si à un moment donné on n'a pas correctement le temps d'exercer sa fonction, eh bien il faut avoir l'honnêteté de se mettre en retrait. Aujourd'hui en France, il n'y a pas de demi-mesure entre démissionner ou rester en poste. Il n'y a pas de mise en retrait. Peut-être que ce serait bien d'ailleurs. Et puis par ailleurs, aussi le sens du collectif. Moi j'ai fait primer l'intérêt général du président de la République, du gouvernement, de la majorité sur mon intérêt personnel. Je comprends que ça surprenne, parce que quand même, des ministres qui s'accrochent à leur poste, par le passé, on en a vu beaucoup. Moi, j'ai eu une autre démarche. Je comprends que ça surprenne, mais je pense que c'est une démarche honnête. C'est justement une démarche qui est fondée sur l'honnêteté. Je ne vais pas minimiser la pression que vous avez dû ressentir humainement, mais cela dit, est-ce que vous vous êtes pas un peu précipité? Est-ce que c'est parce que vous vous estimiez encombrant? Est-ce qu'au fond, on peut même se demander, vous n'avez pas été démissionné? Est-ce que c'est pas du tout. Est-ce que c'est pas à un moment Édouard Philippe ou Emmanuel Macron qui vous ont dit bon là, tu vous deviens leur demanderez, mais je crois pouvoir dire sans être démenti, c'est moi qui ai présenté les choses et qui ai présenté ma démission au Premier ministre, qui l'a accepté. Ils n'ont pas tenté de vous retenir? Mais ils ont considéré que la démarche que je viens de vous redire, c'est-à-dire le sens de l'État et le sens du collectif par rapport à plutôt mon intérêt personnel de court terme, était en effet quelque chose qui était plus important et qui m'honorait d'ailleurs de faire cela. Mais ça pouvait donner le sentiment que vous étiez en train de fuir.
Non, pas du tout. C'est qu'il fallait à un moment donné, face à un acharnement où en gros vous êtes accusé, vous êtes non seulement accusé, mais vous êtes condamné sur la place publique sans pouvoir vous défendre. Dans une procédure judiciaire, à un moment donné, on vous convoque, on vous demande des pièces, vous avez un certain temps pour les rendre, etc. Là, on est hors de toute procédure. C'est purement médiatique, c'est le tribunal médiatique qui d'abord vous condamne avant même que vous ayez pu le présenter. Moi, j'ai joué le jeu de la transparence. Là aussi, je vais vous dire, je finis par me demander si c'était bien de donner tous les éléments à Mediapart ou à toute rédaction qui me les demandait, Ce que vous voulez dire, c'est alors que ça ne servait à rien. Refuser de répondre. Ah oui, oui. Je me dis qu'en effet, si je n'avais pas répondu, que j'avais attendu qu'ils publient leurs articles faits de rumeurs, de ragots, de délations et qui étaient fondés sur aucun fait concret, sur une présentation tendancieuse. Hein, on ne pouvait pas parler de ces dîners sans mettre l'adjectif fastueux à côté. Moi, je me souviens de Françoise Giroud qui disait aux apprentis journalistes, vous savez, dans le journalisme, il vaut mieux bannir les adjectifs. Alors là, elle n'a pas été entendue. Vous les auriez qualifiés de quoi ? Mais c'était des dîners à l'hôtel de la Selle. Alors, à l'hôtel de la Selle... Mais ils étaient... Vous connaissez, Madame de Malherbe, l'hôtel de la Selle, les salons de l'hôtel de la Selle. Je les ai fait visiter pendant les journées du patrimoine à des groupes, etc. Ben, évidemment, personne ne peut contester l'expression « les ors de la République ». S'il y a des endroits où on peut parler des ors de la République, c'est l'Assemblée nationale, c'est le Sénat, c'est l'Élysée, c'est Matignon, c'est un certain nombre de ministères. Le ministère de l'écologie, déjà beaucoup moins parce que il est, en tout cas, le bureau du ministre est fort mal entretenu. Mais il y a énormément d'endroits de la République où en effet il y a un côté assez majestueux. Est-ce qu'il faut ne plus faire de réception, ne plus y avoir d'ailleurs le siège des institutions de la République, ça c'est un autre débat. Cela dit, François de Rugy, vous dites j'ai démissionné parce qu'il y a un moment où c'était trop, j'étais acculé. Vous dites que je ne pouvais plus me défendre. Ah non, mais je ne pouvais plus me défendre. Est-ce que c'est pas aussi, il faut quand même dire les choses, que tout d'un coup il y a un fait, au-delà juste des impressions que pouvaient donner les travaux, les dîners, il y a un fait qui était la question de la gestion de vos frais de mandat et de représentation à l'Assemblée nationale, qui avait été utilisé pour... Il datait de 2013 et 2014. Pour effectivement payer votre bien avant que je sois président de l'Assemblée. Au Parti d'Europe Écologie Les Verts. Est-ce que c'est pas ce fait-là, précisément, où vous vous êtes dit, là, effectivement, j'ai commis une erreur, je ne peux pas me défendre, c'est inacceptable, je dois partir? Non, mais c'est qu'il fallait, sur ce point-là, pour pouvoir me défendre, que j'ai le temps de retrouver un certain nombre, les comptes datant de 6 ans auparavant, retrouver les extraits de comptes bancaires, retrouver les copies de chèques que j'avais fait il y a 6 ans. Et donc, moi, je sais pas vous, mais moi, je n'ai pas la mémoire en tête de tout ce que j'ai pu faire en termes de compte bancaire il y a 6 ans. Non, mais là, c'est quand même des sommes relativement importantes. Oui, mais vous avez fait une espèce en l'occurrence, quand j'ai pu rechercher, aller à mon agence bancaire de Nantes, alors oui, j'aurais pu dire, je reste ministre, et au lieu d'exercer mes fonctions, je vais passer les journées entières à faire ce travail. Vous ne l'aviez plus en tête, parce que sinon, vous auriez simplement dit à Édouard Philippe, écoute, j'ai encore besoin de 2-3 jours, il faut que je vérifie un certain nombre de précisions à apporter à Mediapart, mais tout ça est clean, j'ai payé de ma poche, j'ai remboursé, donne-moi 2 jours. Accusé avant même que j'ai le temps de produire le moindre Mais à ce moment-là, vous n'avez pas dit j'ai les justificatifs, laissez-moi juste le temps de les retrouver. Ah mais j'ai dit il me faut le temps. Si, j'ai dit au Premier ministre, moi il me faut le temps de faire un certain nombre de recherches pour pouvoir me défendre. Il faut pour cela prendre un peu de recul face à cet acharnement qui n'avait d'autre but, on l'a bien compris, il n'avait d'autre but que de me faire tomber. Mais sur cette enveloppe, l'enveloppe donc de l'indemnité représentative des frais de mandat, vous l'avez donc utilisée pour payer les cotisations à Europe Écologie Les Verts. Une toute petite partie. 7 300 euros. On va être très précis, comme 7 800, si vous voulez être précis. 7 800 euros en 2013. C'est-à-dire la moitié des cotisations de l'année 2013, la moitié. Et 1 000 euros et 1 400, donc 10% en 2014. En 2014. Ensuite, vous dites que finalement, ça n'était au fond qu'une avance de trésorerie, qu'en gros, vous vous êtes prêté à vous-même les sous, que vous vous êtes remboursé. C'est quand même un peu alambiqué. Mais c'est quelque chose, je crois, que peuvent comprendre beaucoup de gens. Vous savez, quand vous n'avez pas l'argent sur un compte, vous le prenez sur un autre et ensuite vous remboursez. Et vous savez, j'ai remboursé 6 mois après. Dans les 2 fois, j'ai remboursé 6 mois après, sans que personne me le demande. Il n'y avait pas eu le moindre article de presse, il n'y avait même pas de règles
à l'époque. La règle, elle date de 2015. En effet, la règle date de 2015, donc c'est simplement un usage qui était déconseillé. J'ai fait les choses de mon propre chef, par honnêteté, parce que ça aurait pu être ni vu ni connu. Mais je l'ai fait par honnêteté, simplement. Et en effet, je ne me souvenais pas des dates, je ne me souvenais pas des montants, je ne me souvenais pas des comptes bancaires exacts, etc. Et donc j'ai recherché tout cela. Tout cela, je l'ai obtenu. On est même allé me chercher sur la question des déductions fiscales. Ne correspondent pas tout a été fait dans les règles. Quand même, François de Rugy. Donc, parce que ça a été fait vous aviez fait 7 800 € et 1 400 €, ça c'est pour ce qui était des dépenses. Et le remboursement, vous avez fait 6 500 et 3 200. Voilà. Donc au final, il y a 500 € de décalage. C'est bien ça que vous remboursiez. J'ai même remboursé 500 € de plus. C'est bien ça que vous remboursiez. Oui, tout à fait. Ça ne correspond pas à autre chose et a posteriori, vous diriez que c'était cela? Non, c'était justement parce que il y avait eu ces versements que j'ai fait ces remboursements. Et il n'y en a eu aucun autre. Aucun autre. Entre 2012 et 2017. Et là aussi, si Mediapart ou d'autres rédactions avaient voulu faire une enquête sur l'utilisation des frais de mandat par les députés pour payer des cotisations de partis politiques, est-ce que vous croyez, par exemple, qu'ils auraient demandé aux Verts, au parti Europe Écologie Les Verts, uniquement la situation de François de Rugy? Il y avait 17 députés d'Europe Écologie Les Verts entre 2012 et 2017. C'est la preuve qu'il y avait une volonté de s'attaquer à une personne. Absolument pas de faire une enquête sur un sujet, les 17 autres, j'imagine que vous en parliez entre vous, comment faire. Est-ce que parmi les 17 autres, il y en a d'autres qui ont fait la même chose? Vous savez, moi je n'ai pas pour habitude justement d'accuser sans preuve. Oui, je sais que sans aucun doute, d'autres députés l'ont fait, ou des sénateurs, etc. Mais je n'accuse pas sans preuve. Vous savez, moi, quand je suis arrivé président de l'Assemblée nationale, il y avait eu des travaux de fait dans l'appartement du président, dans l'appartement de fonction. Je ne sais pas d'ailleurs, on n'a pas été capable de me dire, on n'a pas voulu me dire, sous quelle présidence. Et alors d'ailleurs, quand je suis arrivé au ministère, c'est pareil. Et moi, je ne suis pas là pour faire de la délation vis-à-vis de tel ou tel. S'il y a des gens qui veulent faire de vraies enquêtes de fond, vous savez comme moi, vous êtes une journaliste chevronnée, cela ne se fait pas en un jour. Or là, systématiquement, les questions étaient posées la veille pour le lendemain. Ah, j'exagère, le premier article, il y a eu 2 jours. Vous estimez que de toute façon, on ne vous laissait pas la possibilité de vous défendre? C'était uniquement avoir de ce que j'ai appelé un journalisme de démolition. Alors cela dit, revenons précisément sur ces 2 inspections. Elles ont été menées par des hauts fonctionnaires, diligentées par le gouvernement, sur les travaux au ministère de l'écologie et sur effectivement les dîners à la présidence de l'Assemblée. Sur les dîners d'abord, l'enquête pointe que globalement c'est acceptable et que c'est professionnel, sauf 3 dîners qui ne seraient pas considérés comme professionnels. Et d'ailleurs, vous vous êtes engagé à les rembourser. Est-ce que vous les avez remboursés d'ailleurs? On ne m'a pas encore donné à quel montant il faudrait régler. Ce que je ferai, j'ai vu des chiffres. Donc c'est toujours pas fait. J'ai vu il y a déjà des chiffres dans la presse. D'où ils sortent? 2 000 € le dîner. Mais c'est complètement délirant. Ça traîne un peu. Il faut quand même que vous puissiez dire ça, je vous le confirme. Entre l'extrême immédiateté, ce que moi j'appelle depuis longtemps, bien avant toute cette affaire, la dictature de l'immédiateté. Ça aussi, il faudra quand même se poser la question. Vous-même, est-ce qu'il n'y a pas un moment où vous devriez aller à l'Assemblée avec votre carnet de chèques et dire allez, on y va, dans les médias et la réalité d'un certain nombre de processus. Et moi, j'ai été le premier, vous savez, dès le mercredi midi, alors que l'article était sorti le mercredi matin, j'ai dit que j'étais à la disposition de la déontologue de l'Assemblée nationale. Et il a fallu plusieurs jours pour qu'il y ait un processus qui soit mis en place. Une dizaine de dîners entre 2017 et 2018. Mois. Vous vous rendez compte qu'un président de l'Assemblée nationale organise une dizaine de dîners pour avoir des échanges informels en 14 mois. Vous vous rendez compte du scandale? Pourquoi vous les avez fait ces dîners-là? Pourquoi vous les avez convoqués? Mais parce que quand vous êtes président de l'Assemblée nationale, il me semble que c'est la moindre des choses de multiplier les contacts, à la fois par fonction de représentation et encore une fois pour avoir un certain nombre d'échanges qui peuvent ensuite déboucher sur des projets. Et comment vous les avez sélectionnés? Comment vous avez fait la liste des convives? Ce sont des gens qui me paraissaient intéressants de rencontrer par différents croisements. Certaines personnes, je les connaissais déjà, d'autres je ne les connaissais pas, d'autres c'était des personnes par relation de relation.
relations, et ainsi de suite. Enfin, c'est la vie, d'abord c'est la vie, tout court, ensuite c'est la vie politique, c'est la vie sociale, c'est la vie économique, enfin, c'est dans la vie en général, c'est comme ça que ça se passe. Ou alors, il faut dire, les hommes et les femmes politiques ne doivent rencontrer des gens que dans leur bureau, et en présence peut-être d'un journaliste de Mediapart. Fabrice Arfi, qui a justement mené ces enquêtes pour Mediapart, estime que, et je le cite, le cœur du sujet, c'est que ce sont des dîners dont il est très difficile de trouver un lien avec la fonction d'alors de François de Rugy. 90% des convives étaient des amis de sa femme et de lui. Ça, c'est ce qu'il dit, lui. C'était pas le cas. Non, et d'ailleurs, vous savez, ce dont je me suis rendu compte, d'ailleurs, comme il n'avait fait aucune enquête, il n'avait pas du tout connaissance, ni de la liste des dîners, puisque leur informatrice, comme on dit pudiquement dans ces cas-là, sans doute n'en avait que 2 ou 3. Et il n'avait absolument pas les participants. C'est moi qui les ai donnés. Pourquoi vous dites informatrice ? Vous savez qui c'est ? Vous savez qu'en France, il y a la protection des sources. Donc là, moi aussi, je ne vais pas. Mais nous savons très bien, évidemment. Vous n'êtes pas journaliste. Vous n'êtes pas journaliste. Mais nous savons très bien qui c'est, bien sûr. Vous savez qui c'est ? C'est quelqu'un qui vous est proche. D'ailleurs, Mediapart, après avoir publié des photos coupées, en a republié une sans couper, mais en floutant. En floutant la personne qui, visiblement, si je vous comprends bien, qui était présente à ces dîners, a fait une vengeance personnelle. Et vous savez que ça aussi, c'est pas très reluisant, mais c'est ça aussi la vie politique. Contre vous, contre c'est votre qu'il y a femme ? des personnes qui, il y a des deux. Contre vous et contre votre femme. Oui. Il y a une photo également qui concerne le dîner de la Saint-Valentin. Oui. Là, on imagine pour le coup que cette personne, cette informatrice dont vous parlez, n'était pas forcément présente. Ah non. D'ailleurs, la photo montre bien qu'il n'y avait que 2 personnes. Là aussi, oui. Oui, mais donc ça veut dire que cette photo-là, un dîner privé pas la même entre personne ma femme et moi. Cette photo-là, c'est pas cette personne-là qui l'a donnée à Mediapart. Si. Quand même. Que cette personne-là l'avait eue par mon épouse. Donc c'était une amie. C'était une relation de mon épouse qui est, par ailleurs, c'est une personne qui exerce la profession de journaliste. De journaliste. Donc c'est d'une manière, une forme de délation de presse. Ah non, mais moi, vous savez, encore une fois, puis je vais vous dire franchement, toutes ces questions, justement, je vois bien que Mediapart, maintenant, ils font des articles où ils reprennent leurs articles précédents. C'est-à-dire quoi, c'est une forme de teasing Non, mais ça n'apporte plus rien. Il y a rien. Bon, moi, ça m'intéresse pas. J'ai pas envie. Ça, je vous le dis. Je le dis à celles et ceux qui nous regardent et nous écoutent. Moi, je n'ai pas envie d'être en guerre avec Mediapart. Ça ne mais vous l'êtes pas. De fait. Non. Simplement, vous estimez que vous êtes l'agressé et que vous répondez à une déclaration de guerre, en quelque sorte. Je suis la victime d'une cabale. Ça, c'est clair. La victime d'un lynchage. Ça, c'est clair. D'un lynchage médiatique. Mais vous savez, il y a plein de gens qui, d'ailleurs, m'arrêtent dans la rue pour me le dire et qui considèrent que c'est une injustice. Mais ça, il y a une procédure au tribunal. Voilà. Non, moi, ce qui m'intéresse, c'est est-ce que dans la vie, pas simplement la vie politique, la vie en général, est-ce que dorénavant, c'est la loi du plus fort, la loi de celui qui crie le plus fort, pour rester poli, mais disons-le, la loi de celui qui gueule le plus fort, de celui qui manifeste le plus fort, de celui qui a les cabales, les controverses, les polémiques les plus fortes, les plus écrasantes, ou est-ce que c'est le bilan de cette année globale ? Je vois cette dérive. Y compris, j'imagine, que quand vous dites manifester les plus forts ou faire de plus en plus de violence, vous pensez aux gilets jaunes, vous pensez aux dérives ? Bien sûr, certaines, en tout cas. C'est la même chose pour vous, enfin, c'est une dérive globale. On le voit bien. C'est d'ailleurs, les gilets jaunes demandaient la démission et ils disaient tant que Emmanuel Macron sera président, on continuera à manifester alors qu'il était président depuis à peine 1 an et demi. Et que donc la légitimité démocratique, c'est-à-dire la légitimité des urnes, de celles et ceux qui votent, du suffrage universel, des institutions de la République, le Parlement, le gouvernement, le président qui est élu, n'en déplaise à certains. Moi, j'ai été élu député. Ensuite, j'ai été élu président de l'Assemblée nationale. Et puis, il y a des institutions, la justice, etc. Eh bien, tout cela doit primer sur la loi de celui qui crie le plus fort. Un dernier mot sur ces dîners. François de Rugy, vous l'avez évoqué de vous-même, ce dîner de la Saint-Valentin, un dîner à 2, plutôt romantique, à en croire les photos. Vous comprenez que pour les Français, ça c'est difficilement compréhensible. Pourquoi vous n'avez pas simplement été au restaurant ? Non, mais c'est surtout que, parce que, comme d'habitude, j'étais entre 2 séances, l'après-midi, le soir, etc. Que c'est pour ça qu'on est, vous savez, qu'il y a des appartements de fonction d'ailleurs.
C'est aussi un peu, d'ailleurs, moi, alors là, je peux vous dire que c'est une leçon que j'ai tirée. Mais on est à Paris, si jamais un jour j'ai une autre fonction, eh bien, je ferai tout pour ne pas loger dans l'appartement de fonction. Désormais, vous êtes je peux vous dire que c'est une leçon. Non, mais parce que je vois bien que du coup, c'est plus difficile de séparer ce qui est public et privé. Et que, en effet, un dîner de la Saint-Valentin, lorsque, pour bien faire, on nous a proposé de le faire dans le salon en bas plutôt que dans la salle à manger habituelle, du haut, de mettre quelques pétales de rose. Hein, c'est quand même pas ça qui a ruiné l'Assemblée nationale. De mettre quelques pétales de rose et d'allumer 4 bougies sur un chandelier. Mais évidemment, ça fait une photo. Choc. Ça fait une photo qui peut choquer. C'est d'ailleurs assez logique qu'elle ait choqué. Elle a été faite pour choquer. Ça, je comprends la réaction de Français qui, à première vue, voyant ça, se disent mais qu'est-ce que c'est pas. Ils sont plus habitués à voir le président de l'Assemblée nationale au perchoir. C'est normal. Et donc, ce sont des photos volées qui ont été faites pour choquer. Et donc, évidemment, il aurait mieux valu, lorsqu'on m'a proposé ça, dire non, tout cela se fera autrement. Votre directrice de cabinet, vous dites que vous êtes une cible, que vous avez été traitée sans ménagement, mais on ne peut pas dire que vous-même c'est difficilement contestable. Mais on peut pas dire que vous-même vous ayez traité votre ancienne directrice de cabinet avec ménagement précisément. Vous aviez un doute après un article de Mediapart sur son utilisation d'un appartement à loyer modéré. Nicole Klein, préfète, vous l'avez limogée en 5 minutes par téléphone. Elle dit de vous que vous avez voulu, je la cite, sauver votre peau en offrant la sienne. Non, mais ça, c'est son interprétation à elle. Je peux le comprendre, mais il y avait une réalité, là, pour le coup. Là, ce n'était pas une question d'article ou autre, puisque c'était quelque chose qu'elle reconnaissait. Pour le coup, à elle de se défendre. Parce que vous dites qu'il faut avoir le temps de se défendre. Non, mais elle occupait un logement HLM, d'un bailleur social. Les gens qui vivent en HLM, ils savent ce que c'est. Un office HLM. Depuis plus de 12 ans. Alors que depuis beaucoup plus que 12 ans, mais pendant 12 ans, elle avait occupé différentes fonctions partout en France, en province, y compris à Nantes, à Bordeaux, à Amiens, où à chaque fois elle avait un logement de fonction. Cet appartement à Paris. Ce qui est, là, en l'occurrence, strictement prohibé, puisqu'un logement HLM ne peut pas être un logement de type résidence secondaire. Hein, c'est réservé en résidence principale. Et par ailleurs, quand on est haut fonctionnaire, on peut quand même se poser la question d'avoir... Voilà, là, il y a des faits. D'un côté, il y a des faits. Et comme elle ne voulait pas bouger, ni sur son logement, ni sur le cabinet, à un moment donné, oui, j'ai pris la décision, car quand on est un responsable politique, on doit prendre des décisions, on doit ce qu'on appelle trancher. On doit trancher. Et trancher, en effet, c'est tranchant. On vous entend, on sent d'ailleurs une certaine souffrance d'avoir, même si vous dites tout va bien, on sent bien que vous en avez quand même gros. C'est un vrai changement de vie. J'ai été meurtri. J'ai été meurtri par ces attaques vous la virez injustes. en 5 minutes par téléphone. Non, mais à un moment donné, vous avez remarqué que moi, j'ai décidé aussi pour moi-même. Donc quand on est ministre, qu'on a un cabinet, on décide pour son cabinet. Ça, moi justement, je ne rejette pas la responsabilité sur les autres. Il y a trop de gens par le passé qui ont peut-être dit « Ah mais c'est pas moi, c'est mon cabinet ». Je décide. Et quand c'est pour moi-même, je décide également. Je voudrais qu'on entende, après tout ce que vous dites sur les faits, votre réponse aux faits et au lynchage dont vous auriez été victime, je voudrais qu'on entende les propos d'Edoui Plenel qui, à un moment, a défendu Mediapart, estimant que Mediapart n'avait ni menti ni triché. Je voudrais juste que vous puissiez lui répondre. Mediapart n'a pas menti, n'a pas triché, et Mediapart a publié des faits réels. Monsieur de Rugy le sait très bien. Quand Mediapart faisait ce travail sur Monsieur Fillon, sur Monsieur Cahuzac, Monsieur de Rugy était le premier à applaudir. Nous travaillons de la même manière, pas d'autre manière. Est-ce que ça voudrait dire qu'il y aurait eu deux points? D'abord, sur Monsieur Fillon, c'est pas Mediapart, c'est le Canard enchaîné. Ce serait bien que Monsieur Plenel ne s'attribue pas le travail des autres. N'attribue pas le travail des autres. Concernant d'autres sujets, vous pouvez regarder par le passé, moi j'ai toujours dit que, en effet, je suis attaché à la liberté de la presse. Vous ne m'entendrez jamais dire qu'il faut censurer la presse. Jamais. Mais je suis aussi attaché au respect des principes. Moi, je vais vous dire une chose simple. Vous travaillez sur une chaîne de télévision. Si sur cette chaîne de télévision,
il y a tel ou tel moment un problème déontologique qui se pose, n'importe quel citoyen peut saisir le CSA, le Conseil supérieur de l'audiovisuel, qui peut condamner, et il l'a déjà fait d'ailleurs, de nombreuses chaînes de télévision pour tel ou tel manquement. Bizarrement, ça n'existe pas pour Internet, par exemple. Pourtant, aujourd'hui, est-ce que la puissance d'Internet n'est pas aussi grande que celle d'une chaîne de télévision? Est-ce qu'on doit être dans un monde sans règles? Moi, je crois à la régulation. Et je crois. Il faut qu'il y ait une forme de contre-pouvoir, notamment. Non, c'est même pas une question de contre-pouvoir. C'est simplement une fait. On peut pas raconter tout et n'importe quoi dans l'impunité. Monsieur Plenel, qu'on vient de voir, est-ce qu'il a retiré de son site, dont il est le directeur, l'article qui est faux de A à Z? C'est même pas une question d'interprétation. Sur mon appartement à Orvaux. On vérifiera. Non, mais vous pouvez, c'est pas, vous n'avez pas besoin de vérifier. Il n'a jamais été retiré. De même que sur aucune autre rédaction qui ont repris mot pour mot de façon totalement moutonnière. Ils ont dû mettre en annexe de l'article votre réponse. Ah oui, mais en revanche, et de A à Z, c'est faux. Leurs journalistes ont continué à venir sur votre propre plateau à dire que je bénéficiais soit d'un logement social, soit d'un logement à tarif préférentiel. Tout ça est faux de A à Z. Est-ce que là, par exemple, il ne devrait pas y avoir au minimum une régulation, ou est-ce que c'est l'impunité? François Drugy. Parce que ce qui m'est arrivé à moi peut arriver à n'importe qui d'autre demain. Ça peut arriver à un journaliste, ça peut arriver à un responsable d'entreprise, n'importe quelle personnalité publique. Mais même à une échelle plus petite, avec Internet aujourd'hui, vous pouvez avoir quelqu'un dans une entreprise qui est victime d'une cabale et qui va peut-être perdre son travail parce qu'il n'y aura eu aucune régulation et parce que celui qui aura lancé la cabale sur la base d'une rumeur, d'une délation, lui, il n'aura de compte à rendre à personne et il ne sera jamais inquiété. Ça, c'est un vrai sujet pour la vie en société. François Drugy, est-ce que vous aimeriez revenir au gouvernement? Moi, je l'ai dit, ce n'est pas... D'abord, je ne suis pas venu ici pour parler de mon avenir personnel. Pas forcément personnel, mais en tant qu'homme politique, ça a été votre vie jusqu'à présent. Je crois pouvoir dire que l'écologie, c'est le combat de ma vie. C'est l'engagement de ma vie. Depuis que je suis au lycée, d'abord dans une association, puis en politique, à l'échelle locale comme à l'échelle nationale. Donc je continuerai à m'engager, je continuerai à travailler pour l'écologie. Il y a 1000 façons de le faire. Ça peut être en politique, ça peut être au gouvernement, ça appartient au président et au Premier ministre, ça ne m'appartient pas. Ça leur appartient, mais vous pouvez avoir je ne ferai jamais état... Est-ce que vous aimeriez, est-ce que vous pensez que ce serait juste? Je pense que beaucoup de gens, que ce soit des citoyens ou que ce soit des députés, par exemple de la majorité, se posent la question parce qu'ils voient l'enchaînement qui s'est produit. J'ai vu que le président de l'Assemblée nationale actuelle, Richard Ferrand, l'a dit également. Donc ça, c'est une réflexion qu'ont un certain nombre de personnes. Mais évidemment, il ne m'appartient pas de l'alimenter d'une façon ou d'une autre et sur des plateaux de télévision de dire il faudrait faire ci ou il faudrait faire ça. Drugy, vous restez Moi, je respecte profondément nos institutions. Je l'ai toujours fait, et donc il y a des prérogatives qui relèvent uniquement du président de la République et du Premier ministre. Ça aurait du sens, enfin, ça serait pas absurde. Oui, mais vous savez, il y a aussi d'autres façons de faire avancer l'écologie qui ont du sens également. J'ai fait un certain nombre de choses en tant que ministre de l'écologie, dont on parle aujourd'hui, et que je pourrais poursuivre aussi d'autres façons. Mais lesquelles? Oh ben vous savez, le monde associatif, voilà, ou dans le monde économique, les etc. fondations. Voilà, exactement. Il y a 1000 façons de le faire. Mais je suis pas là en train de vous faire une annonce sur je vais faire ceci ou cela à la rentrée. En attendant, vous allez redevenir député. Ça, c'est l'application, en effet, de la Constitution. Vous siégerez à l'Assemblée. Si vous ne redevenez pas ministre, puisqu'on sent bien que malgré tout, si on vous le propose, vous ne direz pas non. Mais ça, c'est. Mais là, vous voyez, vous voulez me faire rentrer dans la discussion. En fait, moi, je ne me suis jamais dérobé. Il y a une logique. Non, mais je me suis jamais dérobé devant mes responsabilités. Mais si j'avais voulu m'accrocher à toute force à mon poste de ministre, je le serais encore. Vous ne regrettez pas d'avoir démissionné trop tôt ? En l'occurrence, la seule chose, c'est que si j'avais pu avoir les documents que j'ai récupérés 5 jours après, si j'avais pu les avoir tout de suite, évidemment, ça aurait changé la donne. Mais vous savez, moi je l'ai dit à d'autres occasions, c'est valable aussi dans cette... On ne se nourrit pas de regrets. Et on ne regarde pas l'avenir en ressassant le passé. Simplement, c'est intéressant, je crois, de l'analyser froidement, maintenant qu'on est le soufflet est retombé. Et encore une fois, c'est la réalité des faits qui a fait retomber le soufflet, qui permet de dire les choses et aussi de dire, pour l'avenir,
mon avenir personnel, encore une fois, pour moi, c'est pas le sujet prioritaire, sinon je ne viendrai pas ici d'ailleurs. Mais j'aurais d'autres rencontres. Malgré tout, pendant toute cette émission, François de Rugy, c'est qu'en effet, vous avez des regrets sur la manière dont ça s'est passé, vous avez des regrets sur la communication, mais vous n'avez pas de regrets véritablement de fond. Sur la façon dont ça s'est passé, ce lynchage médiatique, c'est pas des regrets, c'est inadmissible. C'est inadmissible qu'il puisse y avoir dans notre pays un tel emballement. C'est une forme de folie médiatique qui s'est emparée pendant quelques jours, non pas de notre pays, qui s'est emparé des réseaux sociaux, qui s'est emparé d'Internet. Tout se mélange, vous le savez bien aujourd'hui, entre qui peut faire la différence aujourd'hui entre la presse écrite, la radio, la télévision et Internet. Tout se mélange avec les réseaux sociaux qui attisent et qui fonctionnent sur cela. Ce n'est pas nouveau, ça fait des dégâts. Est-ce qu'à un moment donné, d'ailleurs, on souhaitera dire on a bien senti qu'à vos yeux, il y a un certain nombre de règles à des dérives. Et encore une fois, parce que la République de la délation, ce n'est pas la République. Ce n'est pas la République des citoyens. Et moi, je suis attaché à la République des citoyens. Vous êtes attaché à la République des citoyens, ce sera vos derniers mots. Merci d'être venu prendre le temps d'exposer les faits et votre vision de toute cette affaire. Merci François de Rugy. L'actualité continue sur BFM TV. Savourez la météo avec la gamme de tomates des maraîchers Savéole. Cultivée sans traitement pesticides de synthèse. De la fleur à l'assiette. Le vent accélère en ce moment et pour l'instant, il est seulement à l'échauffement. Mieux vaut éviter les sorties en mer. Si ce n'est pas totalement nécessaire, ce sera très agité cette nuit, ce mardi aussi en liaison avec une dépression assez creuse pour cette saison qui se situe au large de la Bretagne. 995 hectopascales. Voilà pourquoi cette dépression va nous apporter un temps très agité.